T'as appuyé? T'as appuyé qu'on passait au direct ou pas? Il faut appuyer maintenant. Non, il faut appuyer d'abord, passer au direct. Passer au direct là-haut. Bonsoir, bienvenue à la Carmagnole. Une Carmagnole donc confinée, une Carmagnole masquée, mais une Carmagnole motivée. Ce soir, on va discuter de science, ou plutôt de malscience à la Carmagnole, avec Nicolas Chevassus-Louis, journaliste à Mediapart et auteur de l'essai Malscience, de la fraude dans les labos aux éditions du Seuil. Salut Nicolas. Bonjour Boris. Bonjour. Alors, dans cette émission, comme à chaque fois, on est en direct et donc les auditeurs pourront poser des questions en direct et grâce à Isabelle, qui est ici, on aura au fur et à mesure les questions qui remontent et on pourra te les poser. Alors, pour parler de science et planter un peu le décor, bah, rien de mieux qu'un générique qui va nous rappeler un peu notre tendre enfance. Les découvreurs des hommes ont changé notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Voilà les sciences. Alors c'est une présentation assez masculine des sciences dans ces petits dessins animés. Il était une fois les découvreurs. Alors on avait pris le générique de Marie Curie, mais comme on n'a pas été jusqu'au bout, on ne sait pas que c'est Marie Curie. Donc merci Nicolas de nous recevoir chez toi, dans tes montagnes. Et alors la première question, avant de parler de malscience, avant de parler de science et autres, on va expliquer juste pourquoi on fait une soirée sur la malscience à la Carmagnole. Donc déjà, la culture scientifique, faire confiance aux connaissances produites par les sciences est vitale de notre point de vue pour une véritable démocratie, pour avoir et faire vivre un esprit critique, faire des choix et accepter aussi les règles du contrat social dans lequel on vit et que bah, les gouvernements qui sont censés être représenter la voix du peuple nous imposent ou nous disent. Avec l'épidémie de Covid-19, eh ben, en fait, on a l'impression que les sciences produisent des connaissances qui, au final, dans l'opinion publique, sont des opinions comme une autre. Et ce sentiment-là, c'est profondément accru. Alors, on a voulu faire une émission avec toi, puisque tu es l'auteur de ce livre La malscience de la fraude au labo, pour essayer un peu de déconstruire tout ça et essayer de voir bah, qu'est-ce que la science, qu'est-ce que la malscience, pourquoi elle est produite, comment elle est produite, et avec des exemples qu'on aura sur le Covid. Ça te va? Ça me va très bien. On est D'accord, parti. alors on va commencer par des questions simples qui demandent à peu près 3 ans de test pour y répondre. Qu'est-ce qu'on appelle science au pluriel? Et est-ce que les sciences, comme on l'a vu dans le générique, sont toujours synonymes de progrès? Et voilà, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Alors, ce qui était intéressant dans le générique, c'est qu'on parlait pas tant de science que des inventeurs. Ce qui pose la question du lien entre science et technologie, entre le chercheur et l'ingénieur. Et de ce point de vue, il y a plusieurs courants, plusieurs manières de voir les choses. Soit on considère que les sciences sont une entreprise d'élucidation de la manière dont fonctionne le monde, qu'il s'agisse du monde naturel avec les sciences de la nature, la physique, la chimie, la biologie, et du monde social avec ses propres sciences, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une entreprise de transformation du monde et qu'à ce moment-là, les sciences sont liées aux technologies qui vont permettre de transformer le monde dans une optique tout à fait instrumentatoire de modification des choses. Il y a deux courants dans la manière et je me garderai bien de trancher. Mais alors du coup, est-ce que toi aussi tu as observé qu'il y a une remise en cause des connaissances scientifiques, de entre guillemets la vérité scientifique ou les connaissances qui sont apportées qui sortent des labos? Est-ce que tu as remarqué ça? Et qu'est-ce que est-ce que finalement les sciences, les connaissances scientifiques sont des opinions comme les autres ou pas? Alors certainement pas. Ce ne sont pas des opinions comme les autres, sinon toute l'entreprise scientifique n'aurait aucun sens, puisque le propos de l'entreprise scientifique telle qu'elle est définie au moins depuis le 7e siècle, et Galilée, Copernic et d'autres, est précisément de fixer
des vérités opposables à toute autre sorte de vérité. Et dans le cas de Copernic et Galilée, c'était la vérité religieuse. L'étape suivante sera Darwin au XIXe siècle. Donc, évidemment que ce ne sont pas des convictions comme les autres. Défendre le contraire, c'est une entreprise qu'on appelle relativiste, au sens où toutes les connaissances se vaudraient. Je suis en total désaccord avec cette conception, ce qui n'empêche pas de rentrer, on pourrait dire, dans la salle des machines et de comprendre, de soulever le capot, de comprendre comment se fabriquent les sciences. Et dès qu'on soulève le capot, dès qu'on rentre dans la salle des machines, eh bien, on a parfois tendance à devenir un peu relativiste, parce qu'on se dit que, ma foi, c'est pas si net que ça. Et donc, on va y revenir dans la deuxième émission. Et justement, oui, ça, c'est ça qu'on va regarder avec toi. On va soulever le capot. Et la première question qu'on va se poser, si les sciences, ce n'est pas des connaissances comme des opinions comme les autres, ça veut dire que peut-être il y a une notion qui est l'intégrité scientifique aussi, qui fait partie de la fabrication des sciences et des connaissances scientifiques. Alors, quelles sont les règles du jeu scientifique? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous en dire un peu quelques éléments? Alors, en effet, une des conditions auxquelles le discours scientifique peut prétendre à être un discours pas comme les autres, pas au même titre que les autres, et un discours prétendant à une position de surplomb, c'est précisément parce qu'il présuppose ce que le sociologue américain des sciences Robert Merton avait appelé les préconditions morales de la science, et notamment le fait que les scientifiques ne devraient rechercher que la vérité, et qu'ils devraient s'abstenir de toute concurrence humaine et de rivalité. Il y a toute une sorte de conception idéaliste de la science qui est typiquement celle de Merton et qui est fort intéressante, qui voit le monde scientifique comme un monde à l'abri des passions humaines, à l'abri de l'argent, à l'abri des enjeux de pouvoir. Merton écrivait dans les années 50, à une époque où l'activité scientifique concernait quelques dizaines de milliers de personnes de par le monde. Elle concerne aujourd'hui plusieurs dizaines de millions de personnes, et à l'évidence, on ne peut pas soutenir que la science est aujourd'hui un monde à part, avec ses valeurs à part, fondées sur la coopération, l'échange des savoirs, le partage des connaissances, etc. Tout cela n'est évidemment, à l'évidence, plus vrai aujourd'hui, même si ce monde serait en soi souhaitable et fait partie, à la manière d'une asymptote, c'est-à-dire faire ce but vers lequel on tend mais que l'on n'arrive jamais, pourrait faire partir des idéaux scientifiques, évidemment. Donc ça veut dire que l'intégrité scientifique, ça doit faire partie du cœur, du moteur, de ce qu'il y a sous le capot. Et alors tu nous as passé une vidéo, on y reviendra, du président, directeur général du CNRS actuel, Antoine Petit, qui est mathématicien, qui a aussi... Il est informaticien, précisément. Informaticien, effectivement. Et donc c'est le petit-fils de Jean Métron, les connaisseurs apprécieront peut-être, mais je crois qu'il a suivi un autre chemin, mais ça c'est un autre débat. Donc, il est dans une vidéo faite par Science et Avenir, et on voit que cette vidéo, elle pose la question qu'on se pose ici, l'intégrité scientifique est-elle toujours respectée, et est-ce qu'il n'y a pas risque de fraude, et avec les conséquences sur la société? On l'écoute tout de suite. Le vrai problème de l'intégrité scientifique, c'est celui de la confiance qu'on peut avoir en la science. Si on a l'impression que finalement, un résultat d'un jour, il sera remis en cause dans 6 mois ou dans 1 an, on coupe cette confiance avec le milieu scientifique, et ça, c'est une catastrophe. Et donc, c'est de l'intérêt de tout le monde que cette confiance, elle ne soit pas remise en cause, et elle est globalement pas remise en cause, mais il y a quelques cas médiatiques qui posent question, et donc il faut que le CNRS soit absolument exemplaire dans ce domaine, parce que la position du CNRS sur la recherche française et internationale est évidemment extrêmement importante, et c'est pour ça qu'on a souhaité mettre à plat ces procédures et les traiter avec à la fois transparence et rigueur. Et on va travailler aussi avec l'université, avec les écoles, avec les autres organismes de recherche pour faire en sorte que petit à petit, on adopte à peu près tous les mêmes procédures, les mêmes référentiels. Je crois qu'encore une fois, il en va de l'intérêt de la science et des relations entre la science et la société. Ce qui est incontestable, c'est qu'il y a beaucoup plus de publications aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans ou 30 ans, y compris plus de publications par chercheurs.
Et donc, j'ai envie de dire, si le nombre de fraudes pour 1000 papiers est le même, bah forcément, quantitativement, il y en a plus. Est-ce que le pourcentage a augmenté? On n'en sait rien aujourd'hui. On n'a pas de mesures qui permettent de le savoir de façon précise. Et c'est des choses qu'on va étudier. Mais je crois qu'il est extrêmement important de faire de la formation, qu'on puisse fournir à chaque jeune chercheuse et jeune chercheur une espèce de référentiel relatif à l'intégrité scientifique pour qu'il ou elle comprenne dans quelles conditions il doit publier. Évidemment, ce référentiel va un peu dépendre d'une discipline à une autre, mais il y a quand même des grands principes. Et ce référentiel, il s'adresse bien sûr aux jeunes chercheuses et aux jeunes chercheurs qui vont démarrer, mais aussi aux chercheurs confirmés, parce que malheureusement, on voit que les cas de fraude scientifique que nous sommes amenés à traiter ne concernent pas du tout seulement les jeunes, mais ça peut concerner des gens à toute étape de leur carrière. Et donc, c'est important que collectivement, nous soyons extrêmement vigilants. Alors, donc là, on voit que la CNRS prend la chose très au sérieux, puisque son PDG prend le temps de faire une vidéo sur la question de la fraude, d'intégrité scientifique. Pourquoi tu nous as fait passer cette vidéo ? Qu'est-ce qui te paraît pertinent là-dedans par rapport à notre débat sur la malscience? Est-ce que c'est le rapport aux établissements publics de recherche? C'est quoi? C'est d'abord montrer que cette vidéo qui est tirée d'une conférence de presse qui s'était réunie en novembre 2018 de mémoire dans les locaux même du CNRS dans le 16e arrondissement de Paris, cette conférence de presse avait pour unique objet le traitement des questions de fraude et d'allégations de fraude par le CNRS. C'était en soi un événement extrêmement important. Quelques années auparavant, en 2015, un chercheur du CNRS avait été radié, ce qui est la sanction la plus lourde qui puisse être prononcée contre un fonctionnaire d'État, sans que le moindre élément d'information, le moindre argumentaire ne soit donné. On a appris un beau jour que tel chercheur du CNRS, Olivier Voynet, pour ne pas le nommer, qui était un chercheur extrêmement prestigieux, avait été mis à pied du CNRS pour 2 ans. Voilà. Bon, sans aucune explication. Il y avait cette tradition, comme on dit, de mettre la poussière sous le tapis et de laver le linge sale en famille, pour enchaîner les métaphores. Et la conférence de presse d'Antoine Petit signifiait qu'à l'avenir, il y aurait au sein du CNRS et de l'institution scientifique des procédures plus claires pour mettre à jour, pour traiter ces questions de fraude scientifique ou d'allégation de fraude scientifique. Voilà, c'est essentiellement pour ça que je voulais. Donc ça veut dire qu'en fait, cette vidéo, ce tournant dans le CNRS, c'est que maintenant, on ose ouvrir le capot et en discuter avec le public pour dire, bah oui, la fraude peut exister et on est transparent, on veut essayer de lutter contre ça vraiment de manière ouverte. Est-ce que vraiment il y a des choses qui sont faites concrètement pour que la fraude soit éradiquée, ou en tout cas une lutte de la fraude conséquente? Alors il y a des choses qui sont faites, et en particulier celles auxquelles appelle Antoine Petit à la fin de la vidéo qu'on vient de voir, la formation des jeunes chercheurs que sont les doctorants, les thésards comme on dit, qui apprennent leur métier de chercheur avec une forme de compagnonnage auprès d'un chercheur plus confirmé, et il est depuis 2018 obligatoire durant ces années de thèse, ces années de doctorat, de suivre des formations sur l'intégrité scientifique. Est-ce que cela suffit? À l'évidence, non. À l'évidence, la plus forte pression dans le cas le plus extrême, la fraude scientifique, dans le cas le plus modéré, les manquements à la rigueur scientifique, et la pression à la publication qui va conditionner les carrières des chercheurs, et cette pression-là n'est en rien relâchée. Alors, du coup, on est dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la malscience que tu définis? Je crois que le mot malscience, c'est pas dans ton livre qu'il a été inventé, c'est un peu avant par un physicien, Pascal de Giovanni, dans une commission en 2003 où il parle déjà de malscience, de ce que j'avais vu. Mais toi, la malscience, comment tu l'as définie alors? Alors ça, c'est très amusant pour rentrer dans une querelle d'antériorité, parce que il me semble que toi et moi, on a connu Pascal de Giovanni, on le connaît bien. J'avais complètement
que Pascal avait utilisé le terme. J'étais très content de mon invention, mais peu importe. L'expression, en fait, que je croyais avoir inventée, mais je rends hommage à Pascal et je lui rends évidemment l'antériorité, était fondée par analogie avec la malbouffe. D'accord. Bon, la malbouffe des fast-food et des autres services de restauration rapide. Bon, la malbouffe, ça va vite, comme son nom l'indique. C'est très nourrissant, probablement trop nourrissant. Il y en a beaucoup. C'est d'apparence assez agréable, c'est sucré, c'est riche, etc. Mais on sait bien que ce n'est ni très bon pour la santé, ni au fond très gastronomique. Bon, la malscience, c'est au fond une science qui est produite comme on produit des hamburgers dans une chaîne de restauration rapide. Et alors, il y a plusieurs types de malfaçons, de malscience. Tu en parles de trois. Tu parles de falsification, de taille. Tu parles aussi de cuisinage des résultats ou des données. Je crois que c'est emprunté à un chercheur ou un intellectuel anglais, tu nous diras. Qu'est-ce que c'est en fait ces différentes étapes enfin ces différentes sortes de malscience? Alors, ce que j'aimais bien dans le terme de malscience, c'est qu'il évoquait également celui de malfaçon que tu as employé. Et c'est là que c'est, à mon sens, très intéressant. Il y a deux choses. Il y a d'une part ce qui relève de la malfaçon authentique, à savoir la fraude, appelons les choses par leur nom. Et le chercheur auquel tu faisais allusion, c'est Charles Babbage, un mathématicien britannique du XIXe siècle, qui est très connu des informaticiens, puisqu'il est l'un des premiers à avoir eu l'idée d'un ordinateur, d'un algorithme. Enfin, c'est un logicien de toute première grandeur. En 1831, dans un livre consacré au déclin de la science anglaise, Babbage dressait une liste déjà de ce que l'on appellerait aujourd'hui les fraudes scientifiques, et il y notait la fabrication de données, c'est-à-dire l'invention pure et simple d'expériences qui n'ont pas été menées, fraude caractérisée, il n'y a pas tellement à discuter, mais aussi des manières plus subtiles de manipuler les données, ce qu'il appelait la taille, à la manière dont on taille un buisson, une haie, et puis ce qu'il appelait enfin le cuisinage, le cooking, disait-il, qui est une manière de cuisiner les données de l'expérience de telle manière qu'il en sorte quelque chose. Parce que l'expérience est contradictoire, ces données sont parfois peu cohérentes, et il y a une manière d'accommoder, comme avec quelques restes, on ferait un plat, des éléments d'expérience pour en Des faire... restes de data et on essaye de faire une voilà. publi, quoi. Voilà, pour en faire une publication. Alors ça, voilà, ça c'est la malfaçon, au sens strict, ce qu'on appelle aujourd'hui les fraudes scientifiques. Ce que j'ai essayé de raconter dans Malscience, le livre auquel tu fais allusion, c'est que je pensais qu'il fallait il fallait aller au-delà de cette question très importante des fraudes pour se poser les questions même de la production de l'article scientifique, la manière dont l'article scientifique est devenu la référence absolue d'évaluation de la carrière d'un chercheur, la manière dont l'article scientifique est lui-même écrit et en quoi est-ce qu'il rend compte de la manière dont les recherches ont réellement été faites, différentes questions qui vont au-delà, même si un article scientifique est honnête et n'est pas frauduleux, est-il vraiment le meilleur moyen de communiquer l'information scientifique? Je pense qu'on va y revenir dans la suite de l'émission. Mais oui, parce qu'en fait, on va tourner autour de cette question de les articles, la publication. On a une question d'un auditeur qui est sur la question de la plateforme PubPeer. Et aussi une autre question qui est connexe, est-ce qu'il faudrait encourager la dénonciation de la malscience par les collègues scientifiques, chercheurs du champ eux-mêmes? Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de cette plateforme PubPeer? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu as déjà un peu réfléchi à la question? Alors les deux questions de ces auditeurs que je remercie sont tout à fait liées. Elles sont liées à la question de savoir qui peut alerter et comment d'une malversion scientifique manifeste. Une première optique est de signaler la chose lorsque l'on est témoin, lorsque l'on a connaissance, et je rappelle pour information que 14% à l'échelle internationale des chercheurs déclarent dans des études anonymes avoir connaissance d'un collègue ayant fraudé.
fraudé au sens le plus strict du terme, fabriqué ou falsifié des données, 14%. Ça fait plusieurs millions de personnes de par le monde. Donc, beaucoup, ouais. une première optique est que des institutions soient organisées, des procédures pour signaler ces fraudes. Une autre option, et c'est celle que porte la plateforme PubPeer, est celle du signalement anonyme. L'argument des fondateurs de PubPeer est qu'il est toujours difficile, dans un milieu où tout le monde se connaît, un milieu scientifique assez clos, non pas le milieu scientifique en tant que tel, mais les milieux du spécialiste d'une question donnée, c'est un milieu assez fermé, toujours difficile d'aller dénoncer, affirmer qu'un tel a fraudé. Et à ce moment-là, l'anonymat serait, selon les fondateurs de PubPeer, une protection, et donc cette plateforme permet de commenter anonymement des articles. Elle a été fondée non pas pour encourager la critique, la dénonciation, mais vraiment la critique scientifique au meilleur sens du terme des articles. Le fait est que cette plateforme s'est transformée en une plateforme de délation et non pas une plateforme de critique constructive des articles scientifiques. Parce qu'il existe dans les journaux, tu peux faire une courte communication pour faire un commentaire sur un article qui est publié ou pour contester l'article. Mais c'est un peu long parce que du coup, ça passe par les tuyaux des référés ou autres, non? Ça existe déjà un peu ce retour sur publication. Ces formes de contrôle existaient en effet. Les fondateurs de PubPeer, qui se trouvent être deux chercheurs du CNRS travaillant à Paris, qui sont les principaux animateurs de PubPeer, soulignent que leur procédure évite de passer par le filtre des journaux scientifiques et qu'il permet à tout un chacun, qu'il soit obscur, thésard ou prix Nobel, de formuler ses critiques publiquement, sans filtre. Et alors donc, on tourne autour de la question des publications et des articles. Là, on a une petite vidéo à te montrer qui est un extrait d'une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle David Loipre, qui a beaucoup de succès sur les questions de science et beaucoup d'auditeurs, presque autant qu'à la Carmagnole. Et il interviewe Alain Aspect. Alain Aspect, peut-être qui est peu connu, mais qui est un grand physicien nobélisable, un des Français physiciens nobélisables. Mais il est nobélisé, Alain Aspect. Ça y est ? Mais il a été nobélisé depuis des années déjà. Non. Non, Aspect, non. C'est Haroche qui est prix Nobel. Ah, pardon. Il ne faut pas lui faire une fausse joie parce que s'il nous écoute, il est capable de prendre... Je le tiens en tellement haute estime que j'étais persuadé qu'il était déjà nobélisé. Oui, il mérite effectivement pas mal d'estime. Et dans cette vidéo d'extrait d'interview, David Loipre lui demande pourquoi est-ce que vous avez publié si tôt le projet qu'il avait de mesurer les variables cachées de la physique quantique par ce qu'on appelle la mesure des inégalités de Bell. Donc on va l'écouter tout de suite, il va nous expliquer un peu comment il en est venu à publier ça et pourquoi et ce que ça fait aujourd'hui d'avoir publié. En préparant cette interview, j'ai été relire vos publications et donc notamment vous citez une de vos publications antérieures que vous aviez faite en 1976 dans laquelle vous annonciez votre intention de faire ce dispositif-là, donc vous annonciez l'idée en quelque sorte. Est-ce que c'était pas un peu risqué à l'époque de comme ça dévoiler ces plans? Enfin, vous aviez cette idée qui permettait de... Eh bien, ça me donne l'occasion de tirer un grand coup de chapeau à John Bell. En réalité, la première publication, elle est même en 75. C'est-à-dire il y a une publication courte en 75 et celle de 76 que vous citez, c'est une élaboration avec une démonstration un peu mathématique. Mais l'idée de base est en 75. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque ce jeune professeur de l'Institut d'optique, Christian Imbert, m'a tendu le dossier dans lequel j'ai trouvé le papier de Bell, etc., en me disant « Écoute, regarde, il y a peut-être quelque chose qui va t'intéresser là-dedans », je suis revenu le voir, je lui ai expliqué mon idée, et mon idée, dès le départ, était de dire « Je vais changer les orientations des polariseurs parce que ça, c'est l'essence du conflit entre Einstein et Bohr. Tant que je ne change pas les orientations, oui, d'accord, c'est intéressant, mais en changeant, c'est mieux. » Il m'a dit, écoute, ça m'a l'air très intéressant, mais je ne suis pas sûr de comprendre en détail. Donc, tu vas à Genève, tu discutes avec John Bell,
Et si John Bell trouve que c'est une expérience intéressante, alors tu auras des mètres carrés dans mon laboratoire pour faire. Donc je suis allé voir John Bell, donc on parle là du printemps 1975, hein. L'idée je l'ai développée on va dire entre novembre et décembre 1974, donc on est au printemps, peut-être en février 1975, je vais voir John Bell et je lui raconte mon idée. Donc là on a parlé, il était enthousiaste, hein. Bell il m'a chaudement encouragé, il m'a dit dans ce cas-là, il faut y aller, il faut faire. Et je lui ai posé exactement la question. Je lui ai dit, maintenant j'ai cette idée quand même, j'avais une idée un peu originale sur la façon de tourner les polariseurs, et je lui ai dit, est-ce que j'ai intérêt à garder cette idée pour moi ou bien à la publier? Et là, John Bell, avec un air de prêcheur, il ressemblait un petit peu à un prêcheur irlandais, il m'a dit, mais jeune homme, nous parlons ici de recherche fondamentale. En recherche fondamentale, tout est ouvert. Vous m'avez raconté votre idée. Moi, je vais la raconter. Je veux dire, il y a un jeune Français qui fait cette expérience. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est vous publiez. Et donc, immédiatement, j'ai publié dans un petit article en 1975 la première idée. Et je dois dire que je pense que c'était un conseil absolument excellent. D'abord pour les raisons de fond qu'il m'a dit, et même pour des raisons, entre guillemets, d'opportunisme, parce que combien de fois, dans la période plus récente, où j'ai eu la chance de recevoir un certain nombre de prix, eh bien, le jury du prix m'a posé la question, mais qui a eu l'idée de l'expérience? Et j'ai répondu, mais c'est moi. Mais vous pouvez le prouver? Ben oui, j'ai la publication de 75 dont je suis le seul auteur. Voilà. Voilà, donc on voit un peu la motivation pour publier, c'est-à-dire c'est mettre au pot commun les idées, les travaux qu'on a fait sur tel ou tel sujet, et après d'être reconnu comme étant celui ou celle qui a découvert les choses. Tu vois ça comment, toi, les articles? Alors, je ne vais pas te répondre. Je vais répondre parce que le témoignage de Aspect était extrêmement intéressant sur la question de l'antériorité et de la priorité dans une publication. Aspect explique tout à fait à juste titre qu'il a en quelque sorte marqué le fait qu'il a été le premier à avoir l'idée de ce dispositif expérimental. Ce qui lui vaut une renommée scientifique absolument durable, à tel point que j'étais persuadé qu'il avait eu le prix Nobel. Je souhaite qu'il l'ait prochainement. Si je fais ce commentaire, c'est parce que le monde scientifique est tout à fait curieux quand on l'observe par rapport à d'autres mondes sociaux, en ce sens où seul le premier à obtenir un résultat, à formuler une théorie, à faire une observation, obtient la gloire éternelle. C'est au premier qui fait quelque chose, et le second qui reproduit, et le troisième qui reproduit, n'ont à rien. Et c'est tout à fait dommageable pour le fonctionnement même du monde scientifique. Parce que, par définition, on parlait au début de l'émission de pourquoi est-ce qu'on croirait les scientifiques plutôt que quelqu'un d'autre. Eh bien, on les croirait parce qu'ils formulent décrivent des expériences qui sont, en théorie du moins, reproductibles. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, etc. Et si on maîtrise suffisamment bien les causes et les effets, eh bien, on peut décrire des phénomènes qui se reproduisent tout le temps. Ça, c'est la théorie. En pratique, la reproductibilité des expériences, et c'est vrai pour quasiment toutes les sciences expérimentales, est extrêmement difficile. Donc, savoir qu'une seconde personne a reproduit une expérience, puis une troisième, est tout aussi important pour l'édifice des sciences. Et de même qu'aux Jeux Olympiques, il y a une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze, eh bien, au prix Nobel, il devrait y avoir un prix Nobel d'or, un prix Nobel d'argent et un prix Nobel de bronze. Il faudrait que tout le monde, tous ceux qui ont participé à la consolidation d'un savoir scientifique puissent en être récompensés, et non pas seulement le premier, comme le décrit très bien Alain Spey dans cet entretien. Et alors, on a une autre question qui pose la question de cette course à la recherche du résultat à tout prix ou autre. Et donc, je vais laisser Isabelle qui va nous la lire et qui va nous la donner. Donc, Marion nous demande quel rapport entre le poids des indicateurs de performance, Sèvres, Dardot et Laval, auxquels sont soumis les chercheurs, et la malscience. Alors, le rapport est évident. Plus la pression à la publication est forte, plus en particulier l'évaluation des chercheurs dans l'évaluation de leur carrière, quand ce n'est pas même dans leurs revenus, comme dans certains pays,
plus cette pression à publier dans des revues dites de rang élevé, c'est-à-dire des revues qui sont elles-mêmes très citées, est forte, et plus l'incitation à prendre des prendre des légèretés, enfin, à s'affranchir de la rigueur scientifique est forte. Et de ce point de vue, on parlait tout à l'heure d'Antoine Petit, le président directeur général du CNRS, je veux souligner l'incohérence, puisqu'on me demandait penser d'Antoine Petit. On sait très bien que l'institution scientifique de référence en France, qui est le CNRS, admette qu'il y a un problème majeur de manquement à la rigueur scientifique, voire de fraude. Mais le problème aussi, c'est que cette institution participe à générer cette fraude. Et dans la même conférence de presse dont est tirée la vidéo-congrès tout à l'heure, là, de 2018, Antoine Petit formulait une proposition que je trouve absolument de bon sens. Je vais rentrer un petit peu dans quelques détails techniques et je prie d'en excuser les gens qui ne sont pas du milieu scientifique, mais finalement, pour évaluer un chercheur, il suffirait que chacun, plutôt que de présenter une liste de publications rallonge, dans certaines professions, il y a 100, 200, 300 publications que évidemment personne n'a lues, il suffirait de décrire mes 3 publications les plus importantes, ou bien mes 2 publications les plus importantes, et ça dépendra de la discipline. Peut-être en mathématiques, il suffit d'une publication. Voilà. En 20 ans de carrière, j'ai fait 7 articles. Mais c'est ça qui compte. J'en ai peut-être fait 10 autres, mais celui que je veux présenter, s'il s'agit d'avoir une promotion, de trouver de nouveaux crédits de recherche, j'en ai 1. En biologie, ce sera peut-être 3, en chimie 2, etc. Peu importe le détail, mais de dire qu'est-ce que vous avez fait de mieux? Qu'est-ce que vous avez fait qui, selon vous, restera dans l'histoire? Qu'est-ce que vous avez fait qui, selon vous, mériterait que l'on vous accorde une promotion, de nouveaux crédits, etc. Et cette idée extrêmement simple, de demander, qui est d'ailleurs un aspect introspectif à chaque chercheur, de dire qu'est-ce que j'ai fait de mieux, ma foi? Qu'est-ce que je peux présenter de mieux? N'est absolument pas mise en pratique, bien que le président directeur général du CNRS la recommande dans sa conférence de presse. D'accord. Et donc là, on parle de la cuisine interne des établissements publics de recherche. Mais comment est-ce que le citoyen lambda peut se reconnaître dans tout ça? Comment est-ce qu'on peut, nous, savoir quel est le bon expert, le mauvais expert, qui est dans le champ, qui est concerné par le sujet? Par exemple, là, la Covid, la pandémie, la diffusion, la propagation des virus. Comment est-ce que nous, qui ne sommes pas du champ, on peut savoir que la parole de tel ou tel expert est pertinente? Alors, avant que tu répondes, on a une petite piste avec un gars que tu connais, puisque tu as évoqué dans ton livre. Donc, le livre est de 2016, donc c'est il y a 4 ans, donc on était loin de l'histoire du Covid et tout ça. On va regarder la petite vidéo d'un jeune chercheur prometteur là, qui nous explique un peu comment on trouve un vrai expert. Comment se fait-il qu'il y ait un débat d'experts actuellement, un débat entre scientifiques et médecins, quant à l'utilité et à l'efficacité de ce traitement? Écoutez, je pense qu'il y a un malentendu que l'on peut concevoir quand on ne fait pas partie du monde scientifique et qu'on appelle ça la communauté scientifique ou les experts au sens large. Chez nous, il y a une évaluation de ce qu'est les experts. Alors je vais vous montrer, par exemple, le site le plus simple d'utilisation, qui est un site international, hein, c'est pas à nous, pour identifier ce qu'est un expert. Donc vous tapez sur Google, sur Internet, Expertscape, et puis dedans, donc Expertscape, vous rentrez le mot-clé. Pour les maladies infectieuses transmissibles, ça s'appelle Communicable Disease. OK. On appuie sur Show Expert. Et Show Expert, vous savez qui c'est, qui est Show Expert. Et donc, je suis désolé, mais je suis le premier expert. Et non seulement ça, mais si vous regardez dans les endroits dans lesquels ça se passe, en particulier, vous regardez à Marseille, vous voyez, eh bien, vous trouvez que les seuls experts mondiaux qui soient lisibles en France dans cette zone-là sont ceux de Marseille. Vous voyez. Et donc, dans les maladies transmissibles, et si vous regardez ensuite dans virus, vous regardez qui sont les experts mondiaux présents en France. Et si vous regardez dans antibiotiques, vous verrez quels sont les experts mondiaux trouvés en France. Et si vous regardez à Communicable Disease Emerging, vous verrez que les seuls experts mondiaux sont à Marseille, de France sont à Marseille. Donc c'est intéressant, mais ce qui est un expert pour une télévision ou pour un groupe, c'est une chose. Ce qui est un expert pour la science, c'est une autre chose. Voilà. Et donc, moi, je suis indifférent au fait que les uns et les autres pensent qu'ils sont des experts, ça m'indiffère. Cela étant, il y a des manières de quantifier
le niveau scientifique des gens, qui est facile à évaluer. Il suffit de le regarder pour savoir qui est quoi dans un domaine donné scientifique. Voilà, donc il nous donne un peu la recette, Didier Raoult. C'est un peu comme dans le cercle des poètes disparus, quand on nous explique qu'est-ce que c'est une bonne poésie ou une mauvaise poésie. Il suffit de tracer sur un axe, et après on trouve tout de suite le bon truc. Alors toi, tu as épinglé en 2016 Didier Raoult, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, dans ton livre, et tu dis qu'en fait c'est le vice-champion du monde en 2016, quand tu écris ton livre, le vice-champion du monde du nombre de publications. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que du coup, c'est l'expert des experts. Limite, il pourrait même donner son avis en physique, puisqu'il est tellement expert, cet homme, non? Peut-être pas exactement. Moi, depuis, il a encore dépassé ses records. Il affiche aujourd'hui plus de 3500 publications scientifiques. Qui peut aujourd'hui, qui a jamais pu dire avoir écrit 3500 articles scientifiques. Donc, à l'évidence, il ne lit pas les articles qu'il publie sous sa signature et celle de ses collaborateurs. Et c'est d'ailleurs la défense qu'il utilise lorsque certains de ces articles sont rétractés, retirés de la littérature scientifique en raison de malfaçons, tous ces phénomènes de malscience qu'on évoquait tout à l'heure. Raoult dit « Ah ben je sais pas, je l'ai pas lu, c'était des gens dans mon laboratoire ». Mais voilà, bon, indépendamment de Raoult, sur lequel on reviendra, je suis moyennement en accord avec les propos qui viennent d'être tenus sur le fait qu'il est assez facile de savoir ce que c'est qu'un expert et qu'il y a pour ça des sites, des questions de bibliométrie qui permettent de savoir qui fait qui est cité par qui. C'est certes une approche, mais je pense surtout que c'est la question de l'expert même, la notion même d'expert qui est mauvaise. La science est une entreprise collective. Si expertise il y a, elle doit être collective, elle doit être contradictoire, elle doit être critiquée. La notion d'expert, c'est une notion qui vient des tribunaux, le fameux expert psychiatrique, notion elle-même très critiquée, qui témoigne devant un tribunal. Mais le fonctionnement de la science doit être collectif, et le fonctionnement de la décision publique, et on le voit en ce moment avec la question de l'épidémie, de la pandémie, on ne s'appuie pas sur un chercheur, on s'appuie sur un conseil scientifique et qui, quoi qu'on en pense, me paraît faire un travail tout à fait honnête et collectif de la manière dont fonctionne la science, savoir non pas sur « j'ai raison, c'est moi qui vous le dis », et suivez mon regard vers un célèbre personnage marseillais, mais plutôt sur une construction patiente d'un consensus, ou du moins d'une opinion la plus probable. Un autre exemple extrêmement intéressant, c'est celui du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui arrive à un consensus mondial de tous les experts climatologues sur la réalité, la gravité et le caractère causé par l'homme du réchauffement climatique. Et donc là, on touche un peu le problème... donc il n'y a pas d'experts, il y a une communauté, il y a un champ, le champ scientifique, le champ du domaine, et il y a donc un temps de travail, un temps caractéristique de je fais des expériences, je fais des modèles, j'essaye de sortir des connaissances scientifiques. Mais là, on a urgence. Là, on doit faire face, avec la Covid, à une épidémie comme on n'a probablement jamais connue sur Terre. Et donc, on a deux temps qui se télescopent. Il y a le temps de répondre à l'urgence et il y a le temps de la production des sciences et des connaissances. Est-ce que le fonctionnement des validations des connaissances scientifiques par les référis, par les comités de lecture, par j'écris un article et j'essaye de voir comment ça fonctionne, forcément, il y a des problèmes puisque c'est des temps qui ne coïncident pas. Alors, en effet, l'épidémie de Covid a donné un coup d'accélérateur extrêmement net à quelque chose qui, il y a encore un an, était tout à fait marginal dans le monde de la biologie, de la médecine, de la biomédecine, ces choses-là, à savoir les plateformes de prépublication. Encore une fois, désolé, un petit peu technique, mais la plateforme de prépublication désigne le fait que un chercheur publie sous sa propre gouverne et autorité sur un serveur dédié le résultat d'une recherche. Mais cette recherche n'a à ce stade pas été évaluée par d'autres collègues. Pour être publié dans une revue scientifique, il faut avoir été évalué par 2, 3, etc. Ça dépend des revues collègues, avoir répondu à leurs objections, éventuellement avoir été refusé. Là, c'est juste, voilà ce que j'ai publié.
d'une certaine manière, si on fait le parallèle avec la littérature, c'est l'équivalent du compte d'auteur. En littérature, vous êtes publié par un éditeur, Gallimard, le sait qui voudrait, Actes Sud, et il y a une certaine forme, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison d'ailleurs, mais de validation. Si c'est à compte d'auteur, tout de suite on a une certaine suspicion. Ah, bon, bon, c'est le retour du compte d'auteur, alors qui était très marginal en biologie et en médecine jusque-là, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais qui avait une grande antériorité et une antériorité plutôt favorable dans le monde de la physique et des mathématiques, avec Archive. notamment un serveur qui s'appelait Archive, mais peu importe rentrer dans les détails, mais ça faisait bien 20 ans que le monde de la physique théorique et de certains secteurs des mathématiques fonctionnait sur ce principe des prépublications où l'on met en ligne son article et on attend ensuite les commentaires du monde entier, précisément des spécialistes, puisque le commentaire du lambda n'intéresse pas, et avant de soumettre un jour, peut-être, cet article à une revue. C'est ça qui marque, je trouve, la pandémie de Covid-19, c'est que ce modèle-là, qui venait de la physique théorique, est à présent entré en biologie et en biomédecine, avec des résultats globalement on va dire, incertain et contradictoire, mais pas totalement négatif. Mais on a quand même un problème, c'est que si c'est en ligne avant des comités de lecture ou autres, s'il n'y a pas de validation par ailleurs, c'est-à-dire qu'un autre champ peut s'emparer de ces publications, c'est le champ médiatique, et alors, du coup, c'est la course aux experts et à la course à celui qui passe le plus de temps sur les plateaux télé pour nous dire ce qui est la bonne connaissance scientifique, ce qui est le bon résultat, le bon papier ou pas. Donc comment on s'en sort de ça? Bon, en règle générale, un expert qui passe à la télévision n'est pas un expert. C'est un peu bête comme remarque, mais... c'est-à-dire que le temps qu'il passe sur les plateaux, il ne le passe pas dans son labo, c'est ça que tu es en train de dire. C'est une remarque toute bête, mais qui connaît Alain Aspect, qui connaît Serge Laroche et qui connaît Étienne Klein? Bon, prendre des exemples tout à fait comparables dans le champ de la biologie, dans le champ de la psychologie, ou dans d'innombrables champs. Un expert médiatique n'est pas une personnalité en général reconnue dans son domaine. Qui connaît Françoise Barrès-Sinoussi, très grande virologue française? À l'inverse, qui connaît Luc Montagnier? Enfin bref, n'entrons pas dans les détails. Donc, en effet, tu as raison de souligner que le fait que ces articles scientifiques puissent être pré-publiés ouvre la possibilité au fait qu'ils soient repris par la presse, ce qui a été le cas. Hein. Je pense que la seule solution est dans l'augmentation du niveau de culture scientifique des journalistes amenés à traiter de ces questions et qui doivent apprendre à faire la différence entre une pré-publication, à savoir un chercheur dit « j'ai fait ceci », mais ce n'a été validé par aucun collègue, et un chercheur qui dit « j'ai fait ceci et c'est publié dans telle revue parce que ça a été validé par tel et tel collègue », sachant, peut-être on pourra en parler, que ce n'est pas en soi une assurance tout risque de publier dans une revue à comité de lecture validée par les pairs. En rien, on peut publier absolument n'importe quoi, on pourra prendre quelques exemples par la suite. Et oui, justement, donc on va en parler. Avoir un comité de lecture, on pourrait penser que du coup, il y a une intégrité scientifique, il y a un travail qui a été fait et autres, et qu'on ne retrouve pas n'importe quoi comme article qui est publié dans des journaux. Dans ton livre, tu parles de journaux prédateurs, tu parles de différents canulars qui ont été montrés. Dernièrement, tu nous as parlé d'un canular sur l'effet de la chloroquine sur les accidents de trottinette. Et c'est un article, un pur canular, il suffit de le dire pour voir, on le mettra sur le site de la Carmagnole pour que les gens s'en rendent compte, et pourtant il a été publié dans un journal, c'est un journal peut-être assez exotique, mais un journal scientifique qui se dit avec comité de lecture. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ce canular-là ? Par des chercheurs qui étaient exaspérés par la propagande faite par des gens autour de Didier Raoult ou d'Éric Raoult, je ne sais jamais comment il s'appelle, Didier Raoult comme on dit, sur la chloroquine, en publiant exactement dans la même revue qui avait publié le résultat d'un soi-disant essai clinique qui était à l'évidence bâclé, cet article parodique
puisque la chloroquine peut tout soigner, pourquoi ne pourrait-elle pas soigner les accidents de trottinette? Et cet article a été accepté et publié. Alors, il faut évidemment comprendre comment tout cela a pu être possible. Eh bien, parce qu'il s'agit, là aussi, il va falloir rentrer un petit peu dans les détails techniques, mais la diffusion des connaissances scientifiques reposait jusqu'aux années 2000 sur le principe qu'il fallait payer pour accéder aux connaissances scientifiques. Par exemple, s'abonner à une bibliothèque ou être membre d'un laboratoire, lui-même abonné à une bibliothèque, recevant des revues. Mais par contre, écrire dans une revue scientifique était gratuit. L'avènement, la généralisation d'Internet a inversé le système. On ne paye plus pour lire, mais on paye pour écrire. À l'inverse, la lecture est libre. Ce qui est en soi peut être considéré comme une avancée démocratique, puisque tout un chacun peut avoir accès aux résultats des connaissances scientifiques. Cela dit, le fait que les chercheurs doivent à présent payer pour publier a conduit un certain nombre disons, de malfaiteurs, n'ayons pas peur du terme, à construire des entreprises de presse uniquement dédiées au fait de publier tout et n'importe quoi, puisque l'affaire est rémunératrice, les chercheurs amenant eux-mêmes les matières premières, les articles, et payant en plus de 150 à 1500 $ suivant les revues pour publier cela. Donc c'est ça qu'on appelle les entreprises de presse prédatrices, qui publient n'importe quoi. Il y en a eu d'innombrables exemples, d'innombrables canulars l'ont démontré, et l'affaire de l'hydroxychloroquine soignant les accidents de trottinette n'est que l'énième avatar de cette vieille critique des revues prédatrices. Donc les journaux, il faut voir dans quel type de journaux les gens publient. Oui. Ça peut être des jeunes, ça peut être des vieux qui fraudent, ça peut être des disciplines qui sont plus ou moins touchées que d'autres. Là, on avance un peu dans l'émission, mais on voudrait savoir, nous, du coup, comment est-ce qu'on fait pour passer du fast-food de la science, de la malscience, à une science qu'on peut croire, qui prend le temps de produire des connaissances scientifiques bio, sans édulcorants, fait avec des gens qui courent dans plein air, avec des chercheurs qui ne sont pas élevés au grain, mais avec des produits naturels. Comment sortir de cette ornière ? Alors, une des pistes, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais des prix Nobel qui ne sont pas comme les Jeux Olympiques. Si on était aussi récompensé pour avoir reproduit le travail de quelqu'un d'autre, ou peut-être un tout petit peu moins que si on était le premier, mais en tout cas récompensé, je pense qu'il y aurait une puissante incitation à vérifier les travaux et qui serait favorable tout le monde y gagnerait. Tout le monde y gagnerait, il y aurait une incitation générale. Et puis plus généralement, il faut se poser la question de l'évaluation du travail des chercheurs, de la manière dont ils sont amenés à rendre compte très régulièrement de l'avancée de leurs travaux, ce qui en soit tout à fait normal dans la mesure où ils travaillent sur des fonds publics, et puis comme ils travaillaient sur des fonds privés, il est tout à fait normal de demander aux gens de rendre compte de leur travail. Cela dit, c'est un travail de recherche avec la quantité d'aléas, d'incertitudes, d'hypothèses qui lui sont inhérents, se prête sans doute à des modes d'évaluation beaucoup plus souples, beaucoup plus espacés. Et pendant longtemps, la recherche fonctionnait avec ce qu'on a appelé maintenant des crédits récurrents, c'est-à-dire qu'on donnait une telle somme, tant de centaines de milliers d'euros à un laboratoire pour 4 ans, puis au bout de 4 ans, on faisait le point. C'était un dispositif que je trouvais assez judicieux. Aujourd'hui, c'est l'inverse, il faut faire des projets. On demande de l'argent pour faire un projet, on annonce à l'avance que l'on compte chercher, puis un peu aussi ce qu'on compte trouver, ce qui en soi est très curieux. Et ce financement sur projet qui est compétitif, c'est-à-dire que les taux d'acceptation de ces projets sont faibles. Les agences en France qui financent ce type de projet n'en acceptent que moins de 20%, alors qu'à l'évidence, il n'y a pas 80% de mauvais projets. Tout ça incite à gonfler ses travaux, à prétendre que l'on va trouver des choses exceptionnelles et incite profondément à prendre des libertés avec la rigueur scientifique. Et donc, on avait une question il y a
petit moment qu'on t'a pas donné, mais on va te la donner maintenant, c'est qu'il y a une pression aussi des journaux fameux, des journaux dans lesquels si on publie un article, ça peut changer une carrière. Il y a une pression aussi des modes sur les thématiques de recherche, sur quoi il faut travailler. Donc, par exemple, il faut travailler plus sur des sujets hybrides entre maths et biologie ou ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut sortir de ça, ces effets de mode ou d'incitation poussés par les revues, les grandes revues scientifiques? Comment est-ce qu'on peut arriver à s'en dépêtrer? Alors, à la Carmagnole, il y a beaucoup d'utopistes, me semble-t-il, donc allons-y, soyons dans l'utopie. Ces revues, ces grandes revues scientifiques appartiennent toutes à des intérêts privés au sens commercial du terme. C'est le cas de Nature, qui appartient à un groupe Macmillan qui a fusionné ensuite. Enfin bref, c'est un intérêt totalement privé capitalistique, ou à des associations scientifiques. Alors, le PNS, c'est l'organe de l'Académie des sciences américaine, Science, c'est l'organe d'une association américaine, mais en tout cas, que l'on peut appeler des intérêts privés, que ce soit au sens le plus mercantile du terme dans le cas de Nature, ou dans le sens le plus, disons, anodin du terme, mais en tout cas, ce ne sont jamais des intérêts publics. Si l'on considère que la publication de résultats scientifiques doit être un bien commun, quelque chose de partagé, alors il faut fonder des revues scientifiques à but non lucratif sur une base internationale. Est-ce que c'est l'ONU et son agence qui s'occupe de la science, qui est l'UNESCO, qui doit se lancer là-dedans? Est-ce que ce sont des associations mondiales, des organisations mondiales de scientifiques qui doivent se lancer là-dedans? Je ne sais pas, mais quitte à être dans l'utopie, et si on considère que l'information scientifique est un bien commun, elle doit pouvoir être diffusée, et les revues les plus prestigieuses du monde devraient être des revues gérées à ce titre par des associations scientifiques internationales à but non lucratif. Donc, une question qui est un petit peu directe, et donc la réponse, elle va être peut-être moins rapide que la question. Comment est-ce qu'on peut assainir la situation, vu qu'on part dans un monde qui n'est pas complètement raccord avec ce que tu racontes? On parle d'économie de la connaissance, on est dans un carcan néolibéral, y compris pour le financement, mais y compris dans le fonctionnement même des institutions de recherche. Donc, comment est-ce qu'on assainit ça? Le simple fait que l'évaluation de la carrière d'un chercheur se fasse non pas sur le nombre des publications et le prestige, c'est-à-dire le facteur d'impact des revues dans lesquelles ces publications sont faites, me paraîtrait déjà une mesure très simple. Si tous les 4 ans, par exemple, ou tous les 5 ans, peu importe, on demandait à un chercheur, montrez-nous une publication, une seule, qui vous paraît vraiment importante, une seule, je pense que ça changerait complètement la dynamique de tout cela. Alors évidemment, on objectera qu'à l'échelle internationale, c'est pas pareil, mais c'est le vieux problème de la révolution d'un seul pays, et il y a toujours des moyens de s'en sortir en soulignant l'effet d'entraînement, l'effet d'exemple que pourrait générer un tel système mis en place. Alors, tu parlais, on va terminer juste sur cette dernière question, tu parlais qu'il fallait augmenter la culture scientifique des journalistes pour qu'on puisse avoir un vrai débat, une vraie présentation des connaissances scientifiques en train de se faire, mais c'est valable aussi pour la population. Donc, pour conclure, est-ce qu'on peut vraiment avoir une science, pas mal science, avec les rythmes dans lesquels on vit et tout ça, s'il n'y a pas de culture scientifique partagée, s'il n'y a pas de la popularisation scientifique? Répondre. Comment? Poser la question, c'est y répondre. Oui, peut-être, ouais. Donc, ouais. Mais, évidemment. Mais par quel moyen? Évidemment. Par quel moyen? Avec, par exemple, mettre une épreuve de science au concours d'entrée de l'ENA. Ah, effectivement, ça éviterait. Par exemple. Une épreuve de culture scientifique, puisque un des problèmes, c'est que les hauts fonctionnaires d'État, qu'ils soient dans l'administration des finances, de l'intérieur, peu importe,
l'essentiel de ces hauts fonctionnaires passe par le cursus Sciences Po ENA. Sciences Po s'est mis un petit peu timidement à faire quelques cours de culture scientifique, sachant que les étudiants viennent en général d'autres mondes que les sciences, et l'ENA n'a aucune épreuve de culture scientifique. Et donc, introduire de la culture scientifique auprès des gens qui vont être préfets, qui vont être directeurs d'administration, qui vont être amenés à prendre des décisions nous engageant tous, me paraît de toute urgence nécessaire. Si on parle de culture scientifique, évidemment, je souhaite plus une culture scientifique tournée vers les enfants, vers le public, mais vers le grand public et les citoyens. Mais si on veut être plus pragmatique, commençons par ce qui est la pépinière de la haute fonction publique d'État aujourd'hui. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Nicolas. Donc, on recommande chaudement la lecture du livre que tu as publié en 2016 sur la malscience. On y découvrira plein de choses. On verra un peu comment ça fonctionne sous le capot. Donc, merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qu'est la malscience. Pas de démocratie donc sans malscience, et bien sûr, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait un célèbre Montpelliérain de Plassage qui est Rabelais. Alors, on va terminer cette émission avec une petite musique d'Anne Sylvestre que Nicolas aime beaucoup. Anne Sylvestre, parce qu'il paraît qu'il ne connaît pas le malheureux, cette chanson qu'on va mettre. Donc Anne Sylvestre, une grande dame qui nous a quittés, une militante, une féministe, une écolo, et qui nous a suivis pour les gens de nos générations, qui ont à peu près 20 ans en ce moment. Ils nous ont suivis de notre enfance et même maintenant. Donc on va se terminer avec cette chanson Une sorcière comme les autres. Avant, je vous donne 2 rendez-vous. Mardi prochain, 15 décembre, on a une émission en live et en présentiel avec Laurent Mauduit sur d'autres prédateurs. On parlera des privatisations des biens communs. Et le lendemain, on aura un concert de musique qui sera retransmis en direct sur la chaîne de la Carmagnole. N'hésitez pas à suivre la Web TV et surtout n'hésitez pas à participer à la souscription de la Carmagnole. Parce que par ces temps difficiles, la Carmagnole aussi a besoin un peu de soutien pour continuer à être un lieu de combat politique, un lieu où convergent les différents combats, les différentes luttes. Et voilà, donc n'hésitez pas. Donc on se quitte avec Anne Sylvestre, pour qui on a une grande pensée. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefaix. S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Mais c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai. Vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.